Le prochain intervenant, c'est le Dr. Blinken. Merci les panélistes ici présents et les personnes qui ont fait cette initiative. Moi, j'aurais quelques petites questions. Il y a plusieurs domaines sur lesquels on peut. Il y a tellement de. On peut, comme dirait, je me rappelle plus, je pense que c'est des mots qui disent on ne peut pas s'envoler dans l'Orient complexe avec des idées simples. Je pense qu'on ne peut pas parler de l'Algérie complexe avec des idées simples. Juste pour rappeler deux petits points de rappel. Je suis tout à fait d'accord avec la dimension de remise en cause du libéralisme, qui est le point nodal de la crise en Algérie et des choix. Moi, je ne pense pas qu'en Algérie, il y ait eu déjà de l'extrême gauche en Algérie, ça m'étonnerait. Au lendemain de la Révolution nationale, ce qui caractérise les plans de développement, c'est le premier plan triennal mondial, les degrés de Massas pour l'agriculture et les deux plans quadriennaux. Et celle-là, et les quelques usines qu'on a construites jusqu'aux années 77, on n'en a plus vu d'autres. Après ça, on passe à 88. La première chose que l'Algérie a fait, c'est imposé par le mouvement social et la société à qui j'en hommage quand même, c'était un événement fondateur important pour plus de liberté en Algérie, c'est la levée du monopole sur le commerce extérieur. Il y avait les DIPA, les NAPEL, rappelez-vous, c'était l'État qui importait. Par où voulez-vous que vous enrichir en Algérie? Il y avait excusez, Zeka, Hamoud Boualem, la bourgeoisie algérienne, d'origine algérienne musulmane, et se comptait sur le bout des doigts. 40 ans après, 5000 millionnaires, le plus grand milliardaire, c'est un Algérien. Dites-moi par où est passé. L'État, c'est lui le fournisseur, le premier fournisseur des, comment on appelle ça, des marchistes, c'est l'État, il n'y a pas d'autre. L'Algérie est une bourgeoisie comme par hasard. Elle n'a pas pu, Abdel Blondel, c'est ce qu'il voulait, il n'a pas compris qu'à l'ère de l'impérialisme, on ne peut pas aller plus loin que d'être le vassal des États-Unis ou de l'Europe capitaliste. C'est ce qu'ils ont fait. En 88, il n'y avait pas beaucoup de dollars. Mais on importait à 2 euros. C'était là qu'il y avait les sous. Quand le truc est monté, la configuration socio-économique en Algérie a changé. Nous ne sommes plus la configuration de 88. Il faut maintenant compter avec l'argent sale et les pétrodollars qui ont été accumulés par cette nouvelle bourgeoisie rentière. Et pour poser ma question, moi je pense que c'est pas une question. La corruption est inhérente à ce système-là. Et donc, à mon avis, il faut remettre le pouvoir à une crise de succession. Moi je ne pense pas que le DRS ait un problème avec l'armée ou l'inverse. Moi je pense qu'ils s'entendent très bien. Le problème c'est comment fructifier encore davantage. Donc le problème pour nous, c'est quel régime après ces gens-là? Parce qu'on veut qu'ils partent, parce qu'on veut remettre le même système qu'ils avaient, ou un autre système où le peuple aura droit de regard sur la distribution, la redistribution des richesses et qui la prend et qui la redonne. À mon avis, c'est là qu'il faut, à mon point de vue, discuter. Sur le plan syndical, c'est très complexe. Je prendrai 2 secondes. J'apprécie les interventions sur l'autonomie. Mais je vous dis, les plus grandes conquêtes des mouvements ouvriers dans le monde, ça a été quand il y avait des centrales uniques syndicales. Que ce soit en Italie, en France, en Algérie. Maintenant, avec le fractionnement syndical qui est positif en soi, parce que ça permet de se libérer, je vous informe qu'aujourd'hui, hier, les cheminots ont eu gain de cause. Les cheminots d'Algérie, ils ont fait la grève, ils ont eu bien d'avoir gain de cause, et c'est le syndicat UGTA. Et la semaine passée, il y avait une grosse grève à Ruiba. Ruiba, c'est un fleuron de l'industrie des camions. Ils viennent d'avoir gain de cause, et c'est le truc UGTA. Mais ça ne veut pas dire que c'est complexe. Merci. On va essayer d'être bref dans les réponses parce qu'il reste un quart d'heure en essayant Oui, je peux commencer si vous voulez, parce qu'il y a eu le néolibéralisme qui a été évoqué à plusieurs reprises. Le libéralisme. Oui, vous avez raison, c'est celui qui a parlé de ça. Le libéralisme, le néolibéralisme marche avec la corruption. C'est les 2 points du même axe. Prenez le lobby. Qu'est-ce que c'est le lobby aux États-Unis? Qu'est-ce que c'est le lobby ici? Le lobbyisme, c'est de la corruption légale, légalisée, institutionnalisée, point à la ligne, c'est tout. Bon, donc il faut rompre avec le libéralisme, c'est évident, mais attention, il y a plusieurs capitalismes. Il y a des capitalismes qui ne sont pas libéraux ni néolibéraux. Le capitalisme allemand n'est pas néolibéral pour un sou. La Norvège non plus, etc. Donc, vous dites, quelqu'un disait c'est une fatalité. Non, c'est pas vrai. La Malaisie, qu'est-ce qu'il a fait le mal?
il a sorti de la Malaisie tous les fonctionnaires du FMI, tous les fonctionnaires de la Banque mondiale, tous les fonctionnaires de l'OMC, du GATT à l'époque. Il leur a dit, foutez le camp, pas besoin de vous. Et il a fait, comme on appelle ça maintenant un développement autocentré, c'est-à-dire un développement fait d'abord et avant tout sur comment arriver à assurer la survie, les avantages et le bien-être de la nation et du peuple malaisien. Donc on peut le faire aussi. Si Mahathir a foutu à la porte le FMI et la Banque mondiale, on peut le faire aussi. Et tant qu'on restera sur cette idée de fatalisme, ce sera difficile. Alors quel régime? Évidemment, un régime qui rompt, je vous le dis, on n'a plus le temps, là. On n'a plus le temps. Alors laisser une société civile évoluer, tout ça, oui, je suis d'accord avec les principes, mais on n'a plus le temps, on est dans l'urgence. Une étude de la NASA qui est sortie avant-hier, ou il y a 3 jours, ou la semaine dernière, une étude de la NASA, avec l'OCDE, avec Oxfam, avec l'OIT, avec Davos, tout ça, tous ces organismes disent, ces temps-ci, cette semaine, ces jours-ci, qu'on est dans les dernières décennies de la civilisation occidentale, pour 2 grandes raisons. Trop grandes inégalités. 85 personnes possèdent la moitié de la richesse de la planète. Aux États-Unis, 400 personnes possèdent la moitié de la richesse américaine. On va où comme ça? C'est 700 000 milliards de dollars de produits toxiques accumulés par les banques qui ont été renfloués par l'argent public. C'est 10 fois le PIB de la planète. On n'a plus le temps, c'est urgent. Il nous faut tout de suite une constituante, tout de suite sortir ces bandits et ces inféodés au régime du Club de Paris et de Washington, et une constituante, et peut-être l'Union du Maghreb, etc. petit à petit. Voilà, merci beaucoup. Alors moi, le problème, c'est au niveau des approches. Je vais essayer de... Moi, à mon avis, avec Hosni Malté, on a l'impression que c'était un roman policier. C'est comme s'il y a le DRS, la présidence, donc je rejoins certains intervenants, alors qu'au Canada, il y a un service de sécurité de renseignement. La police, il est partout. La mafia aussi, il est partout. Il y a un gars qui a parlé de la mafia ici, même des proportions. Le problème n'est pas un problème de proportion. C'est-à-dire que les systèmes, ils sont pourris. Partout, il y a la police, partout, il y a la mafia. Donc, même au niveau de la personnalisation, on a trop parlé des noms propres. Parce que je pense que Hosni Malté, quand même, vous avez quand même interpellé à Zahir il y a quelques mois. C'est comme si vous croyez qu'au sein du DRS, que ce Tawfiq, c'est une personne humaine qui réfléchit, qui a une conscience et qui peut, c'est-à-dire mettre un stop à la corruption, ainsi de suite. Et avec M. Aktouf, on a l'impression aussi que c'est toujours, on est dans un cadre institutionnel, les recommandations. C'est-à-dire les recommandations, on cite des exemples. Alors, ça c'est juste mes remarques, après je reformule un petit peu mes questions. Et monsieur Souci, avec le syndicalisme, j'ai lu un petit peu votre texte. Je connais aussi, comment ça s'appelle, le Malawi, je le connais en personne. En 89, j'étais à l'histoire à Orange. C'est quelqu'un qui est du FLN. C'est quelqu'un qui a eu un siège au centre-ville d'Orange. Et pour avoir un local au centre, donc la limite que vous faites, syndicat autonome avec toute la prétention qu'il y a une alternative politique ouverture, il est vraiment louche. Donc je vous propose de mettre clone aussi dans la première colonne. Là où vous voyez un Malawi ce jour, c'est sûr qu'il y a des tactiques au pouvoir de faire, parce qu'il y a des clans dans le FLN, il y a des Hamranchiens, il y a une petite gauche comme ça qui est un peu rémanente. Et dans votre texte, vous n'avez pas parlé du clash, je tiens à rendre hommage à un ami qui s'appelle Asman Ordouane, quand même c'est quelqu'un dont il faut parler dans les syndicats autonomes. Et de savoir qu'en Algérie, j'ai été la dernière fois, c'est qu'il y a un hommage partout, même dans les villages les plus reculés, pour le pays. Alors, on va parler d'Algérie, je termine avec une question qui est simple. Je pense que ce qui se passe en Tunisie, en Égypte et ailleurs en Syrie, on l'a déjà vu. Je pense que l'Algérie, c'est un concentré. On a vécu une guerre civile, on a vécu des islamistes qui emportent des élections, on a vécu ce problème de dérompre le processus électoral. J'ai l'impression que la société algérienne, elle a tourné la page de l'islamisme, c'est fini. D'ailleurs, la preuve, vous les voyez à côté du RCD ailleurs, ça veut dire qu'ils sont terminés. Les dernières élections de 2004, Jabala, il a eu 5%, c'est fini. La puce des syndicats, elle est bonne parce que les syndicats ont toujours des revendications politiques.
Et je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent le corporatisme, parce que quand tu revendiques la hausse des salaires, tu remets en cause le libéralisme en même temps. Donc c'est imbriqué. Alors, comment créer ce rapport de force? En ce moment, en Algérie, bien sûr, je ne sais pas, question de